Le désert du Turkménistan recèle des trésors inestimables. Il y a plusieurs millénaires, des royaumes, aujourd'hui oubliés, y prospéraient au bord de cours d'eau généreux. Qui étaient leurs habitants? Pourquoi ces empires ont-ils disparu? Après cela, le site est complètement abandonné. L'exploration archéologique du pays est relativement récente. Mais l'on sait que certaines traditions de ces civilisations antiques perdurent de nos jours au Turkménistan. Les femmes occupaient une place importante, en tout cas au niveau administratif. Catastrophe naturelle ou changement climatique soudain, qu'est-ce qui a précipité la disparition de ce jardin d'Éden au cœur du désert? Le désert du Karakoum au Turkménistan. L'archéologue Julio Bendezu Sarmiento est venu de Paris pour explorer la capitale d'un empire disparu depuis longtemps. Une cité vieille de plus de 3000 ans, Ulugdepe, aussi prononcé TP. L'équipe s'est mise en route avant le lever du soleil, car le site se trouve à quelques heures de voiture de la capitale, Ashgabat. Nous sommes dans le sud-est inhospitalier du pays, au pied de la chaîne du Kopet Dag. Ce relief qui se détache sur la steppe monotone est une colline de ruines créée par l'homme. Le Turkménistan se trouve en Asie centrale, à l'est de la mer Caspienne. C'est un pays constitué à 80% de désert. Pourtant, de grandes métropoles antiques se sont épanouies ici. Il y a 4000 ans, Gonur-Dépé était la capitale du royaume de la Margiane. Vers l'an 1000 avant notre ère, c'est Ulugdepe qui contrôle le passage des cols menant à l'ancienne Perse. En moins 327, Alexandre le Grand conquiert Merv, importante ville de négoce à la croisée des routes de la soie. Au IIe siècle avant Jésus-Christ, les Parthes étendent leur influence à partir de leur capitale, Nisa, jusqu'aux confins de l'Empire romain. Enfin, vers l'an 1200 de notre ère, c'est Konya-Urgench, la capitale du Khorezm, qui connaît son apogée. Un autre empire puissant, presque tombé dans l'oubli. De nos jours, le site d'Ulugdepe se trouve dans une zone d'accès restreint, à proximité de la frontière iranienne. C'est un camion qui dépose les ouvriers de fouilles. Beaucoup se félicitent de la reprise d'un chantier qui représente un complément de revenus appréciable. Salam alaikum. Kakouas, Arma. Julio échange avec eux en russe, une langue encore largement pratiquée au Turkménistan, ancienne république socialiste soviétique. L'archéologue a pu financer la campagne de fouilles actuelle grâce à une bourse qu'il a décrochée en France en 2019. Les crédits alloués à la recherche sont amoindris et doivent être utilisés avec parcimonie. Tout nouveau chantier nécessite une planification minutieuse en amont. Pas question de gaspiller les ressources. Bien motiver et coordonner les troupes est également essentiel. Les fouilles ont été interrompues pendant plusieurs années et chacun doit reprendre ses marques. Au petit matin, le froid est mordant. La morne colline qui se dessine dans la lumière de l'aube cache en réalité une maçonnerie de briques en terre crue. Plusieurs millénaires d'histoire restent encore à mettre au jour ici. Des années de travail pour les archéologues. Les constructions en argile doivent être protégées dès leur découverte, sans quoi l'érosion fait son œuvre rapidement. Pour cela, les restaurateurs emploient les mêmes matériaux bruts que les bâtisseurs de l'Antiquité. Argile, eau et paille, malaxés soigneusement.
Le mélange est versé dans un moule, puis lissé. Les briques n'ont plus qu'à sécher. Les vestiges retrouvés sur le site datent approximativement d'un millénaire avant Jésus-Christ. Ces édifices formaient le centre politique et économique d'une région de culture aux terres fertiles, au pied du Kopet Dag. Nous sommes ici dans la partie la plus haute du TP et sans doute aussi la partie qui garde, où on a découvert le trésor d'Oulouk d'Épée, sa citadelle. Une grande structure de 40 mètres de large, de couloirs externes, des murs très puissants. Si les maçons d'autrefois employaient des briques d'argile comme ceux d'aujourd'hui, c'est parce que ce matériau était présent sur place en abondance. Le transport de blocs de pierre sur de longues distances aurait été trop contraignant. La technique utilisée pour le mortier est elle aussi ancestrale. Elle va permettre de conserver les murs de fortification. On a ici, en fait, avec cette grande ville, qui pourrait représenter une taille comme celle de Paris aujourd'hui, pour l'époque, avec un centre commercial qui, effectivement, s'étendait tout au long de l'Asie centrale, entre l'Orient et le sud, sans doute, de l'Afghanistan. Pendant la saison hivernale, les vents impitoyables déferlant de la montagne devaient compliquer la vie des habitants d'Oulouk d'Épée. Camille, archéologue française, mesure le site dégagé lors des dernières fouilles, assistée de sa consoeur brésilienne Samara. La précision du relevé est essentielle. Samara devra par la suite réaliser des croquis minutieux des résultats des fouilles. Le vent tourne à la tempête de sable. Le travail des archéologues menace régulièrement d'être enseveli sous cette fine poussière qui s'insinue partout, gêne la respiration et colle les paupières. Donc on a là... Rouliot doit coordonner les différents corps de métier. Cette colline monumentale nécessite une démarche concertée afin que les 6 semaines de fouilles soient rentabilisées au mieux. Qui va vers le sud, le retour qui va vers l'est, et un mur plus ancien en fait. On a fait un mur d'enceinte qui a fermé la ville vers l'ouest, et toute cette partie a sans doute été plus ou moins abandonnée et a servi pour jeter les poubelles, etc. Hors des murs d'enceinte. Donc on est ici dans des choses beaucoup plus anciennes qui vont vers l'âge du bronze. Un âge du bronze qui, dans cette partie-là, est sans doute très importante. Parce que cet épée-là est un TP qui se dégage complètement du reste. Donc il faut imaginer là, dans la partie nord du TP, qu'on a un monticule où le bronze s'est développé. Et à partir de là, en fait, d'autres couches qui se sont venues superposer avec des choses beaucoup plus tardives, après, vers l'âge du fer. L'archéologue allemande Sonja Kroll étudie l'emplacement d'une découverte unique en son genre dans la partie la plus ancienne du site. On a retrouvé ici une sépulture féminine datant de l'âge du bronze, qu'on a appelée la tombe de la princesse. Elle a été pillée, mais on y a quand même retrouvé de très beaux bijoux. Par exemple, une très belle perle en calcédoine, du lapis lazuli, qui suggère des échanges avec l'Afghanistan, de la turquoise, courante dans la région, et de magnifiques perles en or. Les artefacts retrouvés à Oulouk d'Épée sont analysés de près en France. Johanna L'Huillier travaille sur la place particulière des femmes dans cette culture antique, appelée civilisation de l'Oxus. Cette année, l'équipe a fait une découverte exceptionnelle à Oulouk d'Épée, avec une sépulture très riche, dans laquelle étaient enterrés plusieurs individus avec des objets importés de toutes les régions voisines et des objets produits localement. Et ce qui est particulièrement intéressant, c'est que l'individu le mieux conservé était une femme. Et on observe assez souvent dans les sites de la civilisation de l'Oxus que les femmes sont enterrées avec des biens de prestige. On connaît d'autres tombes féminines du même type sur le site qui était la capitale de la civilisation de l'Oxus, Gonnour d'Épée, où en général ces tombes de femmes sont enterrées dans la nécropole royale, à côté des tombes d'hommes. Et effectivement, on se rend compte que apparemment les femmes occupaient une place importante, en tout cas au niveau administratif, au sein de la civilisation de l'Oxus. Au temps de sa splendeur, la colline mesurait quelques dizaines de mètres de plus.
Les épais murs de fortification et les greniers à huile et à vin, ainsi que les dépôts d'objets précieux ont disparu. Seules les fondations subsistent, cachées sous une couche de poussière d'argile. Ici, on a découvert, grâce à la pluie, à un moment donné, qu'il y a une grosse structure architecturale avec des grandes briques. Donc on a décidé, et c'est la dernière brique en fait, donc on a décidé de prendre cet appareil. Ça marche très bien car ça dégage cette dernière couche de briques qui existe ici. Alors ici, donc, des rodents tout le long qui se sont effondrés sur la partie nord du site et sans doute des parties dallées en briques, des salles internes qu'on va essayer de découvrir avec cette machine. L'aspirateur est plus efficace que les pinceaux composant la panoplie classique des archéologues. L'œil exercé du chef de fouille repère des structures architecturales. Ulugh Tepe, dont le nom signifie en turkmène la grande colline, s'élève encore à une trentaine de mètres de hauteur aux confins du désert. Le Karakoum est l'une des régions les plus arides de la planète. La chaleur et le vent incessant sont un obstacle au développement de la vie. Pour y survivre aujourd'hui, il faut s'accommoder de ce climat extrême. Et être d'une constitution solide. Les récits antiques nous apprennent pourtant qu'il n'en a pas toujours été ainsi. Il fut un temps où ces terres inhospitalières abritaient un paradis terrestre. On l'appelait la Margiane. Sa capitale se trouvait au cœur du Karakoum. De nos jours, le delta intérieur formé par le Mourghab vient se perdre dans le désert. Mais autrefois, comment l'approvisionnement en eau douce de la cité était-il assuré? Durant très longtemps, on ignore à peu près tout du glorieux passé de Gonur Tepe, situé à l'écart des autres implantations humaines de la région. Rien n'incite à aller chercher des vestiges dans le désert du Karakoum. Au début des années 1970, l'archéologue turkmène Mohamed Begliev est présent lorsque son confrère russe Viktor Sarianidi fait ici la découverte de sa vie. Un palais de l'âge du bronze. Gonur Tepe, la colline grise. C'est ainsi que l'appellent les bergers qui traversent la région. Son nom antique est tombé dans l'oubli. La première équipe de fouilles met au jour un lieu d'occupation humaine de 500 mètres de diamètre et de plus de 3 mètres de haut. Un centre urbain protégé par des murs de briques crues et des tours. C'est le point de départ de la redécouverte d'une civilisation antique. Aujourd'hui, ce site isolé doit être préservé des pilleurs de tombes et des intempéries. Un édifice somptueux se trouvait au cœur de Gonur Tepe. Palais ou temple? En l'absence de sources écrites, les archéologues en sont réduits aux conjectures. Ce pilier supportait-il un toit en bois ou une statue de divinité? Cette vaste niche à l'extrémité d'une salle abritait peut-être le trône d'un personnage important. Mais qui résidait ici? Un roi? Un grand prêtre? Des fouilles plus récentes ont révélé cet objet insignifiant à première vue, mais qui témoigne du savoir-faire des potiers de Gonur Tepe. Ils utilisaient des fours sophistiqués. Celui-ci mesurait près de 4 mètres de large pour 9 mètres de long et comportait 2 chambres distinctes, une pour le feu et une pour les pièces à cuire. Grâce à cette innovation technique permettant un contrôle précis du procédé et assurant une température uniforme, il était possible de produire des céramiques en très grand nombre. Une fine couche vitrifiée est encore visible sur les parois. Et les archéologues ont retrouvé très peu de ratés de cuisson.
Des millénaires plus tard, on utilise encore des fours en argile dans les régions rurales du Turkménistan, mais de forme et de dimension tout autres, et plutôt à des fins culinaires. Ces ravioles farcis à la viande sont une spécialité locale. Dans l'Antiquité, Gonur d'épée était enserré entre deux bras du Mourghab, aujourd'hui disparu. Alimenté par les eaux de fonte de la montagne, la rivière rendait la vie possible dans le désert. Et un réseau de canaux ingénieux, aux multiples ramifications, permettait d'irriguer les champs. Un système élaboré, nécessitant un haut degré d'organisation et de division sociale du travail, commun à toutes les grandes civilisations de l'Antiquité. Au printemps, en particulier, le Mourghab fournissait de l'eau en abondance. À la saison verdoyante, les troupeaux de bétail pâturaient au bord de la rivière. Les cultures de céréales et de légumes, de fruits et de coton s'épanouissaient. La population en pleine croissance produisait au-delà de ses besoins et pouvait vendre ses excédents. Pourtant, les intempéries et les changements climatiques constituaient une menace permanente. Bien que rares, des pluies violentes pouvaient provoquer de fortes inondations et mettre en péril les constructions en argile. Pour venir à bout de ces trompes d'eau, les habitants de la Margiane avaient mis au point un habile système de drainage. Un réseau souterrain de conduite en argile permettait de canaliser l'eau potable et d'évacuer les eaux usées. Cette innovation technique, propre à l'âge du bronze, est une preuve supplémentaire du haut degré de civilisation des habitants de la région. Autour du complexe palatial, les archéologues ont retrouvé une nécropole comportant plusieurs milliers de tombes. La plupart sont de simples chambres funéraires, mais à proximité du palais, on trouve aussi des sépultures particulières. De véritables maisons des morts pour accompagner les défunts dans leur dernier voyage. Les fouilles y ont révélé des squelettes de chameaux, d'ânes, de chiens, ainsi que ce cheval. Monture, animal de trait ou de compagnie, voire encore viatique pour l'au-delà. On l'ignore, mais les chevaux occupaient une place importante dans la Margiane. Aux portes de la capitale moderne, Ashgabat, se dresse l'imposant bâtiment des haras nationaux. La fontaine qui lui fait face est à elle seule un monument à la gloire du cheval. Pour honorer ses fières montures, le Turkménistan dépense ses pétrodollars sans compter. L'élevage équin fait la fierté des habitants du pays. Sur la carrière de dressage, on peut admirer dans toute leur splendeur les vedettes locales. Des chevaux de la race turkmène Aralteke, un trésor national. Goulianov Souandourdi forme ici des dresseurs. Les Aralteke sont d'excellents galopeurs à la foulée ample et souple. Le rude climat du désert a fait d'eux des chevaux robustes. Imbattables dans les courses d'endurance, ils ne craignent pas la déshydratation, même dans les régions arides. Notre Aralteke se démarque de tous les autres chevaux de race, qui ont d'ailleurs tous du sang d'Aralteke dans leurs veines. Ce cheval a 5000 ans d'histoire. C'est donc l'une des plus vieilles races au monde. Il n'existe dans le monde entier que quelques 8000 Aralteke pure race, ce qui en fait des chevaux très recherchés. Prix moyen, 100 000 €. Mais certains passionnés n'hésitent pas à débourser jusqu'à 2 millions.
Dans la Chine antique, leurs robes lisses et scintillantes leur valaient le surnom de chevaux du paradis. Ces prodigieux coursiers ont même été l'enjeu de conflits entre certains souverains chinois et leurs homologues turkmènes. Les haras nationaux abritent 1 millier d'haraltékés, alignés dans des boxes serrées. À l'époque soviétique, de nombreux chevaux avaient été transférés en Russie. Désormais, les chevaux de race ne peuvent officiellement plus être exportés, et le hara peut s'enorgueillir de compter 40 étalons et 200 poulains. Les courses hippiques font partie des temps forts de la vie au Turkménistan. Les jockeys y sont adulés comme ailleurs les footballeurs et se soumettent à un entraînement quotidien. Il faut dire que certaines courses se déroulent sous l'œil sévère du président. Chaque année, le chef de l'État en personne participe d'ailleurs à une compétition en montant le plus beau coursier du pays. À Ashgabat, une statue équestre géante le pose en représentant de cette nation de cavaliers. Retour à Gonur-Dépé. Les sépultures attribuées aux souverains de la Margiane sont inspirées des salles palatiales retrouvées en surface. Le mobilier funéraire précieux a en grande partie été pillé il y a longtemps, mais les archéologues font encore des découvertes étonnantes. Les serviteurs étaient inhumés avec leur maître. Dans l'une des tombes, leur reste côtoie un chariot à 4 roues. Celui-ci avait sans doute une fonction de prestige et n'a jamais dû réellement rouler dans le désert. Bon nombre d'objets retrouvés à Gonur-Dépé sont conservés au musée de Mari, l'ancienne Merv, actuelle capitale provinciale. Le fastueux bâtiment témoigne de la fierté des Turkmènes pour leur histoire. Le directeur du musée nous présente des œuvres d'art exceptionnelles datant de l'âge du bronze, considérées comme l'apanage des civilisations antiques avancées. Les mosaïques retrouvées dans la nécropole royale de Gonur-Dépé déploient un luxe sans équivalent en Asie centrale. Celle-ci ornait un coffre ou un reliquaire. Des trésors illustrant la richesse des influences culturelles qui coexistaient il y a plus de 4000 ans dans cette région, située au carrefour des civilisations antiques. Après analyse, il s'avère que ces grands récipients en bronze ne sont pas faits de cuivre et d'étain comme on pourrait s'y attendre, mais d'un alliage complexe associant le cuivre et l'arsenic. Avec son cerclage en bronze, cette roue pleine en bois est également moderne pour son époque. Quant à cet aigle en train de fondre sur sa proie, décoré à la feuille d'or, il symbolise une élite politique au pouvoir bien assis. Gonur-Dépé est l'un des plus vastes sites d'occupation humaine remontant à l'âge du bronze que l'on ait mis au jour dans le monde. D'importantes zones en restent encore inexplorées. Les archéologues espèrent ainsi retrouver des traces de lieux de culte et découvrir à quel dieu ils étaient consacrés. Mais aussi percer à jour le mystère de la disparition de la Margiane. 1000 ans environ après l'apogée de Gonur-Dépé, c'est une toute autre civilisation qui s'épanouissait à Ulugh-Dépé. Julio Bendezu Sarmiento est parvenu à faire redémarrer le mythique Saïdkar datant de l'ère soviétique qui sert de mascotte aux archéologues dans la région depuis 30 ans. La réserve où sont conservés les objets retrouvés lors des fouilles se trouve à quelques kilomètres des ruines. On voit un grand couloir qui se prolonge, mais qui connecte des pièces latérales, aussi bien à droite qu'à gauche, qui ne sont pas très grandes, 2 mètres, 2 mètres et demi. Hein. Donc ces pièces, effectivement, sont des pièces où on dormait, où on habitait, où on mangeait. Nous avons la preuve ici, par exemple, à cet angle-là, la trace des 2 foyers à l'angle de la maison, et sans doute
bien au centre aussi pour chauffer la maison, et un couloir qui va nous mener à une autre pièce. Ces structures, en fait, très caractéristiques de l'âge du bronze moyen, se retrouvent un peu partout, en fait, sur le site d'Oulouk d'Épée. Dans cette partie de l'âge du bronze, nous sommes en connexion avec tout le TP vers le sud, et afin de connaître un petit peu les stratigraphies complètes depuis la construction de la citadelle et son abandon, nous avons réalisé cette tranchée stratigraphique de plusieurs dizaines de mètres, des choses qui vont en fait du fer récent de la citadelle, et petit à petit on descend vers l'âge du fer ancien. Nous avons plusieurs millénaires d'histoire donc cumulées sur ce TP et ce site d'Oulouk d'Épée. À flanc de colline, Sonia Kroll a découvert une autre sépulture. Nous avons mis au jour un crâne très bien conservé, qui date de la transition entre l'âge du bronze et l'âge du fer. Au Musée de l'Homme à Paris, la paléogénéticienne Céline Bon étudie les origines des habitants d'Oulouk d'Épée. Nous sommes actuellement en train de faire des analyses paléogénétiques sur des échantillons humains qui ont été retrouvés sur le site d'Oulouk d'Épée. L'intérêt de ces analyses paléogénétiques est de pouvoir comparer les populations qui vivaient dans le passé à d'autres populations de la même période mais qui vivaient dans d'autres régions et aux populations actuelles qui vivent actuellement dans le sud de l'Asie centrale. Les échantillons d'ossements humains datant de l'Antiquité sont pulvérisés. Puis un procédé complexe permet d'en extraire les séquences d'ADN encore présentes. La chercheuse espère ainsi recueillir des données génétiques concernant les défunts. Nous avons trouvé une proximité plus grande avec les populations qui vivaient dans le sud-ouest de l'Asie, donc autour du Proche et du Moyen-Orient actuel. Ce qui correspond bien à ce qu'on peut déduire des restes archéologiques, une proximité culturelle importante avec ces régions. De nombreux indices pointent justement vers la transition entre l'âge du bronze et l'âge du fer pour une arrivée de populations provenant des steppes. Ensuite, il y a à peu près 2000 ans, et durant l'âge du fer et les périodes plus récentes, des migrations provenant des steppes de l'Est, à ce moment-là, se produisent et en particulier vont donner naissance aux populations parlant aujourd'hui des langues turco-mongoles. De nombreux peuples ont laissé des traces dans ce lieu de brassage. Sur place, à Oulouk d'Épée, l'équipe turkmène s'efforce de classer les innombrables découvertes réalisées chaque jour pendant les fouilles. Salam alaikum. Здравствуйте, как у вас? Всё в порядке? Работа идет. Rulio tient à se rendre quotidiennement à la réserve. C'est ici que sont également stockés les objets restaurés. Ah. C'est effectivement parmi tout ce matériel de la réserve de Oulouk d'Épée que nous retrouvons cette céramique noire, grise, qui est caractéristique de la transition de l'âge du bronze. Donc très important parce qu'à Oulouk d'Épée, en fait, cette période est très mal connue et très peu représentée. Malgré leur apparente banalité, certains tessons livreront peut-être des indices sur l'avancement technique ou les relations commerciales d'Oulouk d'Épée. Des boîtes, un matériel peint, très spectaculaire. L'âge du bronze ancien, très joliment. Ces boîtes ont été aussi très bien conservées ici à Oulouk d'Épée. Merv, cité auréolée de légende, est elle aussi une ancienne oasis au cœur du Karakoum. Située au croisement des très anciennes routes de la soie qui relient la Chine à l'Europe en passant par le Proche-Orient, elle possède une très riche histoire. À partir du 2e millénaire avant notre ère, Merv connaît plusieurs épisodes de prospérité. Ses 12 kilomètres de fortifications et ses palais ont là encore été bâtis en briques d'argile. Les dynasties qui se sont succédées ici ont toutes laissé leur marque. Mais la splendeur d'antan paraît bien loin de nos jours. Lors de sa conquête de l'Empire perse, Alexandre le Grand s'empare de Merv et la renomme Alexandrie de Margiane, pour en faire une ville grecque. Le vent et la pluie ont érodé la fière cité commerçante
jusqu'à la rendre méconnaissable. En raison de sa prospérité et sa situation stratégique, elle va au fil des siècles être l'objet de tensions entre différentes puissances. Pendant le premier millénaire de notre ère, Merv devient ainsi un rempart contre les peuples nomades venus d'Asie. Au Moyen Âge, elle s'impose comme l'une des plus brillantes villes du monde, un important centre de l'islam. Le musée régional de Mari retrace ces 5 millénaires d'histoire. Ainsi la terrible année 1221, qui marque la destruction de la ville par un fils de Gengis Khan. Le sac aurait fait 1 million de victimes, parmi lesquelles plusieurs centaines de milliers de réfugiés fuyant les Mongols. Le peuple turkmène possède une riche histoire. On voit chez ce protecteur de la patrie, représenté sous les traits d'un guerrier, toute l'intrépidité des ancêtres turkmènes. C'est ainsi équipé que les soldats turkmènes protégeaient leur patrie de toute leur âme, déjà au Moyen Âge. Dans la région, on a pris soin de préserver le savoir-faire traditionnel des orfèvres. Les Turkmènes attribuent des propriétés magiques à l'argent. Il neutraliserait les poisons et son tintement suffirait à chasser les mauvais esprits. Aujourd'hui encore, on confectionne ici d'incomparables bijoux traditionnels. Je m'appelle Enejan Altuyeva. Je vis dans la province de Mari. Je suis orfèvre comme nous tous dans la famille. Notre cher Arkadag m'a remis cette médaille. J'en suis infiniment heureuse. Je le remercie de construire un État comme le nôtre et je suis fière de vivre à cette époque. Cette année, notre digne Arkadag a reçu le titre d'aîné de la patrie. Félicitations à notre héros. À l'évidence, le culte de l'Arkadag, le surnom du président, est l'autre sport national du Turkménistan. Certains bâtiments en ruine de l'ancienne cité ont été restaurés à grands frais. Le double mausolée des Ashab, érigé en l'honneur de 2 compagnons du prophète Mahomet, attire des pèlerins chiites venus principalement de l'Iran tout proche. Merv a dès l'origine été un creuset de culture, où les nouvelles et les idées circulaient entre les peuples, tout comme les marchandises de prix. C'est vers l'an 200 avant notre ère que Nisa devient à son tour une métropole commerciale. Son rayonnement dépasse largement les frontières de l'Empire parthe, dont elle est l'une des premières capitales, une puissance qui finira par s'imposer comme un rival de l'Empire romain. Voilà des années que Carlo Lipolis étudie cet ancien centre du pouvoir. Des archéologues italiens, en coopération avec leurs confrères russes et turkmènes, ont déjà exploré l'imposante citadelle royale de Nisa. À présent, il dégage ses magasins et ses jarres. Dans cette zone que nous avons commencé à fouiller ces 2 dernières semaines, on est en train de mettre au jour 2 récipients de conservation. 2 grandes jarres de forme cylindrique, en partie encastrées dans la terre. Nous savons ce qu'elles contenaient, car il est fréquent de trouver des ostraca à proximité de ce type de récipient, c'est-à-dire des poteries ou tessons de poterie sur lesquels sont inscrites la quantité et la qualité du contenu de la jarre. Carlo Lipolis est particulièrement intéressé par les traces écrites laissées par les Parthes, car on connaît encore mal l'origine et l'ascension de ce peuple qui a régné pendant 5 siècles sur de vastes pans de l'Asie centrale et du Proche-Orient. Son état féodal mêlait les traditions antiques de la Perse et de la Grèce. Nisa est l'un des sites les plus intéressants pour la période qui me passionne le plus, celle qui suit la conquête politique, mais surtout culturelle de l'Asie centrale par Alexandre le Grand. Parce qu'on retrouve des traces de ce nouveau langage, de cette conquête culturelle dans les époques postérieures.
Ici, on a des fragments d'éléments architecturaux en terre cuite. Ce sont peut-être des frises décoratives, un motif typiquement occidental, plus propre à la Grèce qu'à l'Asie centrale. Communiquer dans la langue des Grecs, c'est-à-dire par l'art grec, par l'imagerie grecque, avait de toute évidence une certaine puissance, un pouvoir qui renforçait la légitimité de la dynastie régnante, en la mettant sur un pied d'égalité avec les autres grands empires contemporains. L'influence grecque est en effet observable dans beaucoup d'objets retrouvés à Nisa. Ce personnage a ainsi des airs de héros mythologiques. Et cette déesse de l'amour en marbre rappelle certaines sculptures de l'acropole. Ces luxueuses cornes à boire en ivoire, appelées ritons, servaient sans doute dans les banquets à la cour. Ils sont eux aussi ornés de figures évoquant les mythes grecs. Un lion ailé portant un serpent sur la tête, une nymphe au bain, un centaure mi-homme mi-cheval portant un enfant, une frise de personnages mythologiques. Mais le désert du Turkménistan ne recèle pas seulement des trésors archéologiques. On y trouve aussi l'un des plus importants gisements de gaz naturel de la planète. Cette richesse naturelle a son revers. De dangereux échappements de gaz en surface qui sont une bombe à retardement pour l'équilibre climatique mondial. Hanno Schaumburg ne peut s'y résigner. Cet ancien professeur de l'Université technologique de Hambourg cherche depuis des années à arrêter la gigantesque fuite de gaz de Darvaza. Ce village, en plein cœur du Karakoum, se trouve bien loin des grands centres urbains du pays. Dans ce désert de 350 000 km², les dromadaires sont de précieux alliés pour l'homme. Pendant des siècles, ces animaux réputés pour leur sobriété ont permis d'acheminer vers le Proche-Orient et l'Europe de précieuses marchandises de Chine par la route de la soie. Tout autre moyen de transport se serait enlisé dans le sable. De nos jours encore, aucune route en dur ne mène à Darvaza. En 1971, alors qu'une équipe soviétique procède à un forage pour exploiter le gisement de gaz naturel, le sol s'effondre. Un cratère de 70 mètres de diamètre se forme, dont s'échappent d'immenses quantités de méthane toxique à fort potentiel d'effet de serre. Les ingénieurs décident de mettre le feu au gaz pour l'épuiser. Mais la combustion se poursuit encore 5 décennies plus tard. Les Turkmènes veulent à tout prix étouffer ce brasier nocif qui compromet en outre l'exploitation gazière dans la région. Mais aucune solution technique n'a encore été trouvée. Le site est surnommé la porte de l'enfer. Les curieux viennent de loin admirer ce cratère fulminant et découvrent par la même occasion les yourtes des nomades du désert. L'accueil y est chaleureux et musical. Les chanteurs traditionnels jouissent d'une grande popularité au Turkménistan. Considérés comme les gardiens de la mémoire culturelle nationale, ils sont incontournables dans les fêtes de famille comme dans les dîners officiels. Ils s'accompagnent d'instruments tout aussi traditionnels. Un luth à long manche et à 2 cordes, le dotar, et une vielle à 3 cordes, le gijak. Je viens de chanter une émouvante chanson folklorique turkmène, dans laquelle notre grand poète, Martumguli Piragi, souhaite aux musulmans de ne jamais connaître la pauvreté. Ce grand homme turkmène était un scientifique, mais il savait toucher le cœur des hommes. J'ai modifié son poème en souhaitant au peuple turkmène qu'ils ne connaissent jamais la pauvreté.
Dans le cratère, les flammes dansent nuit et jour comme des feux follets. Le flot continu de méthane ressemble à un avertissement surgi des entrailles du désert. Avec l'immense gisement qui se cache encore dans le sous-sol, le problème de Darvaza est loin d'être résolu. La branche nord de la route de la soie, menant de Samarcande en Ouzbékistan à Astrakhan en Russie, passait par le Karakoum, et notamment par la ville marchande de Kounia-Ourgench. Une oasis florissante grâce aux eaux de l'Amou Daria. Aujourd'hui, l'ancienne capitale du royaume perse du Khorezm est un champ de ruines. Seuls quelques rares édifices rappellent l'âge d'or de Kounia-Ourgench, l'une des plus importantes métropoles de son temps. Surnommée le cœur de l'islam, ou la ville aux 1000 érudits, elle a vu passer entre autres le grand médecin Avicenne. Ce minaret élancé est le plus haut d'Asie centrale. Il a par miracle survécu aux guerres et aux séismes. Un miracle, c'est parfois aussi ce qu'espèrent les jeunes couples qui viennent en faire le tour en priant pour que leur mariage soit heureux et leurs enfants resplendissants de santé. À l'apogée de sa splendeur, Kounia-Ourgench s'effondre comme Merv en 1221, lorsque Gengis Khan assiège la ville avec son armée puissante. Le souverain mongol détourne le cours de l'Amou Daria pour inonder la cité, faisant plus de 100 000 victimes. Aujourd'hui, on rebâtit les murs. Un travail de longue haleine qui prendra plusieurs décennies. Depuis son indépendance, le Turkménistan accorde une place importante à sa propre histoire. Un vaste programme de restauration a été entrepris dans la vieille Ourgench. Ce somptueux mausolée a sans doute été commandé par le souverain mongol Kutluk Timur, en l'honneur de sa défunte épouse. Il renferme un calendrier de pierre géant. 4 hautes fenêtres figurant les 4 semaines de chaque mois, 12 grands arcs d'ogives pour les mois de l'année, 24 plus modestes pour les heures de la journée, sans oublier 365 motifs en mosaïque, comme autant de jours de l'année. Une représentation de l'ordre divin. Kutluk Timur devait aimer tendrement sa princesse, Tourabeg Kanoum. Même les grandes portes du mausolée sont sculptées dans des essences nobles. Ashgabat, reconstruite à la suite d'un séisme en 1948, frappe elle aussi par son ostentation. Elle s'est dotée récemment d'édifices d'inspiration variée, enrichis de touches orientales. Les façades sont ornées de marbre blanc et de verre miroir. On trouve ici la plus vaste mosquée d'Asie centrale. Mais aussi la plus haute grande roue du monde dans un espace clos. Les superlatifs sont de mise. La capitale possède aussi son village olympique, gardé par une mascotte en costume traditionnel. Les grandes figures historiques sont omniprésentes sur les esplanades publiques. Après les longues années de domination soviétique marquées par la répression de la langue et de la culture turkmène, le pays redécouvre son passé glorieux. Pendant des millénaires, la vie des habitants a été conditionnée par les routes du négoce et les ressources en eau. Désormais, c'est au cours du gaz que l'économie turkmène est suspendue. À quelques kilomètres de la capitale, la grande mosquée d'Anao date du XVe siècle. Ce bel édifice avait survécu à bien des épreuves lorsque le violent séisme de 1948 l'a réduit à l'état de ruine, comme de nombreuses constructions anciennes. Pour les femmes turkmènes, ces vestiges sont un lieu de pèlerinage. Celles qui n'ont pas d'enfants se recueillent auprès du cénotaphe à la mémoire de Kiz Bibi, dans l'espoir que l'esprit de cette mystique soufie les aidera à procréer.
La mosquée de Seyyid Cemaleddin fascine aussi bien les Turkmènes que les touristes étrangers. Ce n'est pas un simple lieu de pèlerinage, c'est un lieu d'aumône particulier. Ici, les Turkmènes se rassemblent avec leurs familles, leurs proches et leurs voisins. Et ils sacrifient des animaux qu'ils offrent en aumône. Pratique étonnante dans un pays de tradition musulmane. Les visiteuses déposent dans les ruines des vêtements pour enfants et des jouets en plastique, ou encore des crèches miniatures et des poupons. Un rituel de fertilité très ancien, antérieur à l'islam. L'espoir alimente la créativité. On dit que pour voir leurs vœux se réaliser, les femmes doivent faire 3 fois le tour des ruines du sanctuaire en priant. Après plus de 4 millions d'occupations sur le site de l'OULK-DP, nous nous retrouvons sur la première moitié du premier millénaire, en fait, avec la fin de l'occupation, cette citadelle abandonnée, écroulée après l'incendie, et une occupation très partielle, sans doute de la ville, de la citadelle, et l'arrivée des nomades qui vont s'installer autour du IIIe siècle avant Jésus-Christ. Après cela, le site est complètement abandonné et on va sans doute voir la population se déplacer ailleurs et occuper d'autres espaces tout le long de la plaine du Kopekdag. Au laboratoire d'archéozoologie du Muséum national d'histoire naturelle à Paris, on analyse les os d'animaux retrouvés à OULK-DP. Objectif, en savoir plus sur le quotidien des habitants du Turkménistan antique et notamment sur leur régime alimentaire. Tu les mets tous en lingual. Sur le site de OULK-DP, nous avons eu la chance de trouver une grande quantité de restes dentaires, donc des dents. Alors, ce qui est intéressant à OULK-DP, c'est que dans ces restes dentaires, nous trouvons beaucoup de dents de très jeunes animaux. Les éleveurs, ils tuaient majoritairement les jeunes mâles. C'est une indication pour nous que les éleveurs étaient intéressés par l'exploitation du lait. Nous avons avec ce matériel la possibilité de reconstruire tout ça pour un site qui date d'il y a 5 ou 6 000 ans et comprendre les économies de subsistance de ces populations. À OULK-DP, la campagne de fouilles s'achève après 6 semaines de labeur intensif. Seul un gardien va rester sur place. Julio Bendezu Sarmiento est le dernier de l'équipe archéologique à quitter son chantier de fouilles. Mais à la réserve, le travail se poursuit. Les restaurateurs reconstituent les objets abîmés, comblent les fragments manquants. Un travail de fourmi pour de maigres résultats au premier abord. Pourtant, un jour peut-être, cette pointe de flèche en bronze se révélera d'une importance décisive pour mettre en évidence des échanges commerciaux insoupçonnés ou une campagne menée par un envahisseur étranger. Les nuits sont souvent courtes pour le chef de fouille qui doit rentabiliser au maximum les quelques semaines passées sur le terrain. La clé du succès ? Une planification rigoureuse et un soupçon de chance, comme Julio Bendezu Sarmiento se plaît à le rappeler. Qui sait ? La prochaine campagne permettra peut-être de réaliser des découvertes spectaculaires. Car il reste sans aucun doute des sépultures royales à mettre au jour à OULK-DP. Même les éléments les plus anodins sont analysés à Paris au moyen de technologies de pointe. Car chaque détail peut avoir son importance dans le tableau d'ensemble. Comme ces échantillons archéologiques issus du monde végétal. Ce sont des restes de plantes carbonisées. Ils proviennent des foyers ou des fours dans lesquels les habitants faisaient du feu ou cuisinaient. Et c'est parce qu'ils ont été exposés au feu qu'ils se sont si bien conservés. On voit qu'ils sont tout noirs. On a des restes de blé, donc une plante de culture, de l'orge, une autre céréale,
mais aussi des restes de raisins. On cultivait donc la vigne à Ulugdepe et sur d'autres sites au 3e millénaire avant notre ère, à l'âge du bronze. Julio Bendezu Sarmiento est en visite au laboratoire avec Mohamed Mamedov, son homologue turkmène, pour faire le point sur les derniers résultats obtenus. On a inspecté le bois sous un microscope à lumière réfléchie, qui permet un fort grossissement. Vous pouvez regarder la structure. Il s'agit de bois de genévrier, semblable à celui qui pousse encore de nos jours sur les hauteurs aux alentours d'Ulugdepe. Voilà qui confirme que ce n'est sans doute pas un changement climatique qui a chassé les habitants de la région. Le musée du Louvre organise régulièrement pour le grand public des conférences sur l'avancement des recherches archéologiques de par le monde. Celle du jour est consacrée au Turkménistan. Julio Bendezu Sarmiento et Mohamed Mamedov commentent la dernière campagne de fouilles. Le pays est longtemps resté une terra incognita dans les atlas historiques. Tout porte à croire pourtant que du 4e millénaire avant notre ère au seuil de l'époque moderne, cette région a été une composante essentielle du vaste espace culturel eurasien, au cœur de l'histoire mondiale. Riche, grâce au développement des échanges le long des routes de la soie, qui permettaient d'acheminer de précieuses denrées de l'Asie vers le Proche-Orient et l'Empire romain. D'une importance stratégique, grâce à sa situation entre Asie centrale et mineure. Le Turkménistan antique était un chaînon central entre les empereurs de Rome et les souverains de la Chine lointaine.